Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h. Voici les titres. Le président du Libéria est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. George Weah est arrivé cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. À l'ordre du jour, le recrutement dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique et la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. La campagne de prévention de la fièvre Lassa est lancée. C'est une action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coup d'envoi a été donné au grand marché de Koumassi, une opération pour éradiquer les rats et les souris de notre environnement. Bienvenue dans cette édition. Le président du Libéria, George Weah, est arrivé cet après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Aimé. George Mané Weah, nouveau président démocratiquement élu du Libéria, avec 61,5% des suffrages au second tour, est aux commandes de son pays depuis le 22 janvier 2018, date de son investiture. Cette première visite d'amitié et de travail qu'il effectue en Côte d'Ivoire, 2 mois seulement après son installation au pouvoir, peut être vue comme le signe de sa volonté de poursuivre dans la voie de bon voisinage entre son pays et la Côte d'Ivoire, tracée par les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf. On peut penser aussi que le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Libéria est en train de se consolider. Le 22 janvier dernier, lors de l'investiture du président George Weah à Monrovia, le chef de l'État ivoirien avait fait le déplacement. Ce mercredi, pour sa première visite en terre ivoirienne, le président Weah est arrivé à bord de l'avion présidentiel ivoirien qui a atterri à 15h37 sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Au bas de l'échelle de coupé pour lui souhaiter l'aquaba en terre ivoirienne, le président de la République Alassane Ouattara était entouré du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du premier ministre Amadou Bon Coulibaly, du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Accueil suivi du protocole des honneurs militaires avec l'exécution des hymnes nationaux du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Puis du passage en revue des troupes. Sur le tarmac, le président libérien a reçu aussi les salutations des membres du gouvernement ivoirien. La délégation qui accompagne le chef de l'État libérien devait, elle, être présentée au chef de l'État ivoirien à l'intérieur du pavillon présidentiel. L'aquaba des populations ivoiriennes au président George Weah lui a été donnée par la chefferie coutumière et les chefs religieux dans la cour du pavillon présidentiel. Le Libéria et la Côte d'Ivoire, 2 pays frontaliers, dont les peuples sont unis par des liens multiséculaires, même si, au cours de leur évolution, l'histoire les a séparés, en leur imposant 2 langues officielles différentes, français pour l'un, anglais pour l'autre. Présents également à l'accueil les Libériens vivant en Côte d'Ivoire. George Weah, ancienne gloire du football international, devenu président de la République du Libéria, est considéré comme une curiosité pour de nombreux jeunes qui avaient fait le déplacement à l'aéroport pour le voir et l'acclamer. Une visite qui présage la continuité de la belle amitié qui s'est instaurée entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Aussitôt arrivé dans la capitale économique ivoirienne, le nouveau président libérien George Weah a eu un tête-à-tête avec son homologue, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur des questions d'intérêt commun. Jérôme Kofi Aboulin. Présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le tête-à-tête entre lui et le chef de l'État ivoirien peu de temps seulement après son arrivée à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures sur le sol ivoirien. Entretien élargi à leurs 2 délégations, le nouveau président libérien George Mané Weah et le président de la République de Côte d'Ivoire ont surtout mis l'accent sur l'excellence des relations entre les 2 pays. Pour le président du Libéria, les conseils de son homologue ivoirien
lui serviront de socle pour la mission qu'il attend dans son pays. Aujourd'hui, tout le monde parle de la paix et grâce à vous, le conseil que tu m'as donné et le reste, aujourd'hui, on était dans une élection très difficile, mais on a écouté ces conseils. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Tout on veut faire maintenant pour faire la coopération et pour faire marcher notre pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, a indiqué qu'avec le président Georges Mané Weah, les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire vont continuer à se renforcer. Son prédécesseur, Madame la présidente Ellen Johnson Sirleaf, a eu des relations de coopération très fortes avec le gouvernement ivoirien. Et moi, je suis confiant qu'avec lui, nous continuerons de renforcer cette coopération parce que c'est dans l'intérêt des deux États. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères et des peuples amis. Et nous avons vécu les mêmes affres. Bien sûr, les difficultés que le Libéria a connues il y a un peu plus de 25 ans. Et évidemment, les problèmes de la Côte d'Ivoire en 2010, à l'occasion de la crise post-électorale. Et à chaque fois, il y a des dizaines et des milliers de Libériens qui étaient venus en Côte d'Ivoire. Et récemment, donc, des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui sont allés au Libéria et qui ont été bien accueillis. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire au président à quel point nous apprécions l'hospitalité du peuple libérien. Il reste très peu d'Ivoiriens maintenant sur le territoire libérien et ceux qui y sont en réalité, c'est parce qu'ils s'y trouvent bien et bien évidemment ils sont les bienvenus pour retourner en Côte d'Ivoire, mais également le Libéria est leur pays, c'est ce que j'ai dit au président. Comme ici, nous continuons d'accueillir de nombreux Libériens sur le sol ivoirien. Et le président Alassane Ouattara d'ajouter en terminant que la Côte d'Ivoire est déterminée à apporter son soutien au Libéria dans les domaines où elle a fait beaucoup de progrès, notamment dans l'agriculture. Le président George Weah effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Dès sa prestation de serment, le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf a entamé une série de visites en dehors du Libéria. Il ambitionne de positionner davantage son pays sur la scène internationale, nous dit Gabriel Zani. Il a prêté serment le 22 janvier dernier après être sorti vainqueur des urnes du deuxième tour de la présidentielle tenue au Libéria le 26 décembre 2017. George Weah à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le palais présidentiel annonce une visite de travail et d'amitié dont le programme inclut un entretien des deux chefs d'État. Mardi sera le jour où vous choisirez si votre famille aura de la nourriture ou pas. Un discours que le président libérien a prononcé lors de son dernier meeting tenu au stade Samuel Doe de Monrovia. Un discours réaliste sur l'état du pays où presque tout est urgent. Les infrastructures sanitaires, à peine réhabilitées après la guerre, ont été malmenées par Ebola. Après la santé, l'éducation est aussi urgente que l'est l'emploi des jeunes qui s'adonnent à des activités précaires dans les rues de Monrovia. Je gagne $2000 libériens par jour. Aujourd'hui, ça ne peut pas être pareil. Je fais les échanges, les transferts d'argent. Mais maintenant, tout est au ralenti. Il n'y a personne pour faire les affaires. Après plus de 2 mois passés à la tête du pays, George Weah, le président du Libéria, voit la nature de l'héritage qu'il a reçu. Il multiplie alors les rencontres avec les partenaires financiers au développement et les pays amis. Sa visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Au constat, le président libérien veut remettre le Libéria en selle après des décennies de crise qui ont plombé l'économie du pays. L'élection du 24e président du Libéria avait suscité beaucoup d'espoir. Lors de son investiture, George Weah s'était engagé à s'ouvrir sur l'extérieur.
Le palais de la présidence de la République a servi de cadre ce mercredi à un conseil des ministres. Conseil au cours duquel le gouvernement a autorisé le recrutement dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. La mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement a également été évaluée. Mahama Traoré, Awatouri. En 2018, l'État compte investir plus de 577 milliards de francs CFA dans la santé. Mais les efforts pourraient s'accroître dans les 5 prochaines années avec l'adoption ce mercredi en Conseil des ministres du projet de loi portant orientation de la politique de santé publique. Ce document de réforme permettra concrètement de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer l'offre et les performances du système de santé, qu'il soit public ou privé, ainsi que la qualité des prestations des services de santé, tout en conservant le caractère solidaire et impersonnel du système de santé dans notre pays. La santé est notamment l'un des secteurs pris en compte par le contrat de désendettement-développement signé en 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France. Contrat visant à financer des projets de développement. Après 5 ans de mise en œuvre, un récent bilan dressé par les deux parties démontre que le CDD est une réussite. Au 31 décembre 2017, la Côte d'Ivoire a honoré toutes les échéances de remboursement de sa dette CDD. Ainsi, 708 milliards de francs CFA sur les 1151 milliards ont été remboursés et le taux de décaissement est aujourd'hui de 88,3%. Sur le plan des réalisations physiques, tous les projets du premier CDD sont à la phase d'exécution des opérations de terrain et sont achevés pour la plupart. Concernant le deuxième CDD, de nombreux projets d'envergure sont à la phase de lancement ou ont déjà démarré. Au total, donc, le bilan de la mise en œuvre des projets et programmes du CDD de 2012 à 2017 est globalement satisfaisant, avec plusieurs ouvrages importants réalisés, d'importants matériels et équipements ont été acquis et mis en service également au bénéfice des populations. Un troisième CDD est prévu en 2020. Pour 5 ans. Pour 2018, la fonction publique va recruter de façon dérogatoire 158 personnes en situation de handicap. Cela en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ces futurs nouveaux travailleurs peuvent également se réjouir de la mise sur pied par le gouvernement d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Ce régime va permettre d'améliorer le revenu des fonctionnaires au moment de leur départ à la retraite. Le reversement peut se faire par une rente viagère, donc qui est payée mois après mois aux fonctionnaires, ou par un capital qui est versé au moment du départ à la retraite à l'agent. Aussi, le Conseil a instruit le ministre en charge de la protection sociale et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'engager un dialogue social avec les partenaires sociaux en vue de définir de façon consensuelle les principales caractéristiques de ce régime de retraite complémentaire, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Ce Conseil des ministres a aussi donné naissance à 2 organes, le Conseil national de la consommation et le Conseil national du tourisme. Le premier est chargé de défendre les intérêts des consommateurs et le second de promouvoir et développer le tourisme national. Le prochain Conseil des ministres, prévu le 11 avril prochain, se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique. Le secrétaire général de la présidence a fait une déclaration sur le nouveau médiateur de la République. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 avril 2018 à la signature d'un décret portant nomination du médiateur de la République. Ainsi, M. Adama Tungara est nommé médiateur de la République, fait à Abidjan le 4 avril 2018. En politique, le Rassemblement des Républicains félicite et encourage ses tout premiers sénateurs. Ils ont été reçus par la haute direction du parti. Ces sénateurs RHDP, proches du RDR, ont été rejoints par 8 sénateurs élus sous la bannière indépendante. Abou Sanogo.
Les sénateurs RHDP proches du RDR nouvellement élus, félicités par la haute direction du Rassemblement des Républicains pour avoir remporté les élections sénatoriales du 24 mars dernier. Ils font partie des tout premiers élus du Sénat, seconde chambre du Parlement. Sur les 66 sénateurs, nous avions 50 sénateurs élus RHDP et 16 sénateurs élus indépendants. Sur les 16 sénateurs indépendants, 8 ont décidé de revenir à la maison. Les sénateurs RHDP proches du RDR ont donc reçu les encouragements de la présidente du parti, Henriette Dagri Diabaté, qui avait à ses côtés le premier vice-président du Rassemblement des Républicains, Amadou Gon Coulibaly. Bravo à nous tous de prouver que notre volonté commune de remettre le parti en ordre de marche se concrétise avec des résultats qui sont tangibles. Ce qui nous rassure à l'heure d'aborder d'autres échéances électorales importantes. Par votre présence dans les régions, la démocratie locale va respirer. Et vous serez des relais importants pour expliquer l'action du président Alassane et l'action du gouvernement. Les représentants des collectivités locales ont salué l'initiative de la haute direction de leur parti. Nous allons faire le travail que le président Alassane veut, surtout le développement de la Côte d'Ivoire. Notre président Alassane a eu confiance en nous. Et il peut compter sur nous. Nous nous engageons à mériter la confiance que le président Ouattara a placée en nous. Notre mission à nous, c'est d'apporter des réponses et de faire comprendre à l'Ivoirien que nous sommes assez mûrs pour avoir un Sénat et que progressivement ils vont y adhérer. En ce qui nous concerne, il s'agira de faire en sorte que chacune des régions que nous représentons soit équitablement servi dans le cadre du développement. Nous étions des candidats indépendants, mais le parti, dans sa logique de travailler pour le futur, nous a ouvert les bras et nous nous sentons vraiment honorés. La présidente du RDR a félicité les femmes qui ont réussi à se faire élire au Sénat. Leur exemple, selon elle, doit inspirer et entraîner d'autres vocations. Un camion remorque de 30 tonnes est resté coincé aujourd'hui sous le pont situé sur le boulevard Lagunaire, non loin du carrefour de l'Indenier. Cette situation a créé un embouteillage pendant plusieurs heures. Ce camion chargé de coton en provenance du Mali était en partance pour le port autonome d'Abidjan. Olivier Iriebi. Un véhicule en provenance du Mali transportant du coton s'est coincé sous le pont alors qu'il tentait de se rendre au port autonome d'Abidjan. Arrivé dans la capitale économique ce mercredi, peu avant 12 heures, ce camion remorque de 30 tonnes s'est immobilisé sur le boulevard Lagunaire, après le carrefour de l'Indenier. Le conducteur, un homme âgé de 29 ans, explique sa mésaventure. La route là, vraiment, moi je ne connais pas la route là. La route qu'on passait là-bas, là, vraiment moi j'ai trompé là-bas. Bon, comme l'autre pont là, on a déjà passé là-bas, bon, je crois que c'est la même chose quoi. C'est là qui a fait. Bagage là, quand on charge ça là, on ne contrôle pas le mètre, non. L'accident n'a pas fait de perte en vie humaine. Cependant, il a causé d'énormes désagréments aux usagers de la route. Ça me fait, je crois, 40 minutes que je suis là. Depuis l'arrivée là jusqu'ici. Ça s'impose à nous malheureusement. Dans Dina, il n'y a pas d'embouteillage ici à cette heure-ci. Ça perturbe la circulation, mais on est obligé de faire avec. Nous, on a des recettes à faire. Le temps que nous avons pris dans l'embouteillage, ça va presque une heure et quelques. Quand c'est comme ça agit sur nous. Donc c'est vraiment désolant, ça nous fatigue. L'embouteillage est vraiment énorme. Les forces de l'ordre présentes sur les lieux étaient à pied d'œuvre pour faciliter la circulation. Le reportage d'Olivier Iriebi est commenté par Moussa Konaté. C'est parti pour la campagne de prévention de la fièvre de Lassa. Elle a été lancée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et vise à éradiquer les rats et les souris de notre environnement. L'opération a démarré au Grand Marché de Koumassi. Ami Sissoko. Rats et souris du Grand Marché de Koumassi ont certainement eu vent de la mesure de dératisation enclenchée. Les pièges posés hier entre boutiques et étals n'ont attrapé que quelques rongeurs. Un bon début tout de même pour barrer la route aux rats et souris, vecteurs de la fièvre Lassa ou de la fièvre de Lassa. Au Nigeria, il y a eu déjà 1500 cas avec une centaine de décès, de même qu'au Libéria.
Donc cette maladie menace la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de prévenir la maladie. Ça nécessite l'adhésion de tout le monde. Projection de film pour expliquer le mode de transmission de la fièvre Lassa et les signes de la maladie. Il y a la contamination à travers les excréments et les urines des souris et même le sang des souris. Et il y a la contamination à travers l'homme. Et la transmission peut se réaliser à ces niveaux-là à travers les liquides biologiques. Je vais parler ici du sang, de la salive, de la sueur. La fièvre Lassa a les mêmes signes que le paludisme, la fièvre jaune et le virus Ebola. Seule la prévention peut nous préserver de cette fièvre hémorragique. Les souris qui sont dans notre maison peuvent transmettre la fièvre Lassa. C'est de ranger tout ce qui est accessible aux souris et aux rats. Nos restes d'aliments, nos réserves d'aliments doivent être protégées. Les poubelles doivent être éloignées des maisons. Les commerçants sont désormais conscients de la nécessité de nouvelles habitudes. On doit être propre pour nettoyer tout ce qui est saleté dedans. On doit jeter les ordures et puis les eaux usées. On doit se débarrasser de ça. Après le grand marché de Koumassi, la campagne de dératisation va s'étendre au centre de santé, aux casernes militaires et à la décharge d'Akwedo. En Afrique de l'Ouest, la fièvre Lassa atteint chaque année 100 000 à 300 000 personnes, dont 5 000 décès selon le Centre de contrôle américain et de prévention de maladies. Abidjan va accueillir les 28 et 29 juin une rencontre internationale sur le climat. Dénommée Climate Change, elle s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions au réchauffement climatique. Avant la tenue de ce rendez-vous, la RDCI et la structure internationale Climate Change situent ses enjeux. Mamadou Kwasi. Les partis non étatiques, à savoir les collectivités territoriales et les ONG engagées dans la lutte pour le climat, se retrouveront ici à Abidjan pour aborder la question du réchauffement climatique. Au cours de ce sommet dénommé Climate Change Afrique, chacune des parties viendra faire des propositions pour le compte du continent africain. Ces propositions seront reversées au sommet mondial de Climate Change en Californie. Nous voulons sortir d'Abidjan avec des feuilles de route précises où ces acteurs se mettent d'accord sur une stratégie de renforcement de l'opérationnalité, avec derrière un calendrier. Une véritable opportunité pour la RDCI, Assemblée des régions districts de Côte d'Ivoire, de présenter ses attentes et ses projets dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pouvoir bénéficier des actions de Climate Change pour avoir les pistes de mobilisation des ressources pour les acteurs non étatiques et coordonner nos actions. Comment se mettre ensemble pour toutes ces bonnes pratiques, développer par-ci, par-là, les mettre ensemble et les consolider pour que nous puissions avoir une action commune de lutte. Le sommet Climate Change Afrique s'inscrit dans la dynamique de la 21e conférence des partis, tenue à Paris, où chaque parti s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique avec une marge de moins de 2 degrés Celsius. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a célébré Pâques à Agbanou, localité située dans la commune de Sakassou. Il était l'invité de l'ARCA Akpetou Renaissance Club d'Agbanou. Jean-Claude Kwasi a sensibilisé les jeunes d'Agbanou aux fléaux que sont la drogue, l'alcool et le banditisme. Une façon de les exhorter à l'entrepreneuriat en vue de leur autonomisation, toute chose qui devrait booster le développement d'Agbanou. Alain Essoa, Léon Brou. Agbanou, environ 1000 âmes dans la commune de Sakassou. Électricité, école, eau potable, bref, toutes les infrastructures dignes d'un village moderne en place. Des réalisations impulsées par l'ARCA, Akpetou Renaissance Club d'Agbanou, aussi auteur de l'extension de cette localité. Le nouveau chantier de cette mutuelle de développement, l'insertion socio-économique de la jeunesse. Mais avant, il faut débarrasser les jeunes d'Agbanou des fléaux comme l'alcool et la drogue. La drogue est une menace sociale et une menace de santé publique. L'ARCA et le village ont décidé d'agir.
Invité de l'ARCA pour entretenir les populations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, fait noter la montée du banditisme et du chômage malgré les efforts du gouvernement. Pour lui, la dépendance des jeunes de l'alcool et de la drogue en dépend et c'est pourquoi le ministre déconseille ces substances et exhorte aux initiatives personnelles pour saisir les opportunités offertes par l'État. Sachez que, autant que faire se peut, nous vous accompagnerons, Monsieur le Président, dans tous vos projets et nous sommes disposés à faire ce que nous pouvons pour que Agbanou aille de l'avant. Objectif, épanouissement et contribution des jeunes au développement impulsé à leur localité par leurs aînés, à l'image des 18 promotions de Akbetou Renaissance Club d'Agbanou, présentées ici au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Pour donner un coup d'accélérateur à son développement, la mutuelle de développement économique, social et culturel de Ando dans le département de Béoumi a mis à profit la fête de Pâques pour lancer ses activités. L'événement était parrainé par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Hassan Khan, Chris Larsen. Première édition du festival Pakinou de Ando dans la sous-préfecture de Ando-Kékrenou dans le département de Béoumi. Une initiative de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Ando qui a battu le rappel de l'ensemble des fils et filles de la localité. Pour le président de la mutuelle, ce festival va donner un coup d'accélérateur au développement économique de Ando. Alangba Alphonse a fait le bilan des réalisations et lancé un appel aux autorités pour la construction d'un château d'eau. Cette fête était placée sous le parrainage du gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Begré-Mambé. Couton Jérôme, représentant le parrain, a salué cette initiative et exhorté les populations à la paix et la cohésion sociale. Invité spécial du festival, Nanan Kwao, le patient 3, roi des Niablés, venu soutenir ses frères, était accompagné d'une forte délégation de la municipalité de Niablé. C'est par des danses, dont celle de la célèbre troupe du Goli de Benekwasikro, que la fête a pris fin. Le conseil régional de Gontougo veut redonner vie au musée de Bondoukou. Cette infrastructure est en cours de réhabilitation. Les travaux vont durer 15 mois. Coût de cette rénovation, 150 millions de francs CFA. Mamadou Kouassi. Voici le futur visage du musée de la ville de Bondoukou. Les travaux de réfection vont durer 15 mois. Et ces travaux de réhabilitation sont une volonté du conseil municipal de Bondoukou. Une façon de promouvoir davantage la culture des peuples du Gontougo et les valeurs touristiques de la ville aux 1000 mosquées. Il faut rendre le musée plus attractif. Il faut que les touristes viennent découvrir ce que la région du Gontougo a de beau et lire même l'histoire des Brons et des Koulango. Le musée de Bondoukou réhabilité disposera entre autres d'un cadre agréable pour la lecture et les expositions. Ce musée s'appelait le marché rouge dans le temps et ça servit de lieu de commerce. Ça comportera des boutiques d'exposition toujours dans le sens culturel. Il y aura un restaurant d'un certain niveau, une salle multifonctionnelle qui pourra servir à faire du cinéma, du théâtre et d'autres activités. Et ce sera un lieu également de une bibliothèque multimédia pour permettre à la jeunesse de Bondoukou d'être toujours au contact du livre. La pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du musée de Bondoukou a mobilisé l'ensemble des différents couches socio-professionnels de la ville. Le ministre Koubenan Kouassi Adjoumani a saisi l'occasion pour saluer les actions de développement entreprises par la mairie de Bondoukou pour le bonheur des populations. Pour le ministre Koubenan Kouassi Adjoumani, la réhabilitation du musée viendra redorer le blason culturel de la région du Gontougo. Nous connaissons Bondoukou en tant qu'entité traditionnelle, eu égard à toutes ces hautes personnalités de l'époque qui ont fait leur passage. On peut parler de Samori Touré, on peut parler de Trèche-la-Plaine, on peut parler de Bengé et de bien d'autres. Et je crois qu'en restituant cette histoire pour permettre aux jeunes de s'y retrouver, c'est une occasion noble qu'il convient de saluer. Les travaux de réhabilitation du musée communal de Bondoukou vont coûter 150 millions de francs CFA sur financement propre de la commune. Une infrastructure qui viendra relancer le tourisme régional. Faisons à présent un tour de l'actualité dans le monde. Première escale, la Centrafrique, où 21 civils ont été retrouvés morts dans la localité de Tagbara, près de la ville de Bambari, dans le centre du pays. Sidonie Davila.
21 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués en Centrafrique. C'était au cours d'une attaque à Tagbara, dans le centre de la République centrafricaine. 11 autres soldats de la paix ont été blessés. Parallèlement, un casque bleu mauritanien a été tué. L'attaque a été violente pendant plusieurs heures. Les anti-Balaka ont cherché à prendre d'assaut une base temporaire de la MINUSCA, selon le porte-parole de la mission onusienne. Après des semaines de tractations entre majorité et opposition, Édouard Philippe, le Premier ministre français, a dévoilé les grandes lignes de la réforme des institutions lors d'une conférence de presse à Matignon. L'exécutif vise 2019 pour parachever cette réforme. Loin de faire l'unanimité, cette réforme prévoit notamment l'introduction d'une dose de 15% de proportionnelle aux législatives, une réduction de 30% du nombre des parlementaires et une limitation du nombre de mandats identiques et consécutifs. Ce mercredi, l'Amérique a rendu hommage à Martin Luther King, l'icône de la lutte pacifique contre les inégalités raciales. Assassiné le 4 avril 1968 à 18h01 où il était venu soutenir les éboueurs en grève, sa mort à l'âge de 39 ans déclenche des émeutes dans plusieurs grandes villes américaines. 50 ans après, c'est à travers une succession d'événements que les États-Unis ont honoré sa mémoire. Fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À très bientôt.